La semaine dernière, 3 ex-employés du gouvernement américain sont venus témoigner devant le Congrès pour parler de phénomènes anormaux non identifiés. Dans cette audience, il y a eu des révélations choquantes concernant la possibilité de vaisseaux spatials extraterrestres et la possibilité même de vie des extraterrestres. J'ai pris le temps de tout écouter pour vous partager les informations les plus pertinentes, mais vous n'êtes pas prêts. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo trouble où on va parler des ovnis et des extraterrestres. Mais pas en lien avec une secte cette fois-ci, comme j'ai déjà fait avec Raël. J'ai écouté l'audience complète de la semaine dernière et je l'ai traduite. Je vous ai synthétisé le tout parce que c'était quand même 2h30 très condensé. Ça m'a pris beaucoup de temps à faire et c'était pas censé être cette vidéo que j'allais publier cette semaine. Alors si vous aimez, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Puis comme toujours, mes sources sont en description. Fait que l'audience a eu lieu mercredi le 26 juillet devant le Congrès américain. C'est 3 militaires qui sont venus témoigner de leur expérience et de leur connaissance sur le sujet des ovnis, UFO, UAP. On est rendu avec plein d'acronymes. Mais avant, certains membres du Congrès ont tenu à faire des déclarations puisqu'ils allaient être enregistrés aussi au travers de cette audience. Par exemple, le député Tim Burchett a tenu à mentionner qu'il est possible que des informations puissent pas être divulguées si elles sont classées comme top secret. Donc, depuis 1969, l'armée américaine a toujours eu comme position que les ovnis sont pas une menace pour la sécurité nationale et requièrent pas d'études sur le sujet. Que les 3 militaires présents prêtent serment et jurent de ne dire que la vérité et qui n'ont rien à gagner à témoigner devant eux, ils ne sont pas payés pour faire ça. Les membres du Congrès racontent eux-mêmes avoir eu beaucoup de difficultés à organiser cette rencontre, qu'il y a eu plusieurs embûches causées par des membres du comité des renseignements au Pentagone. Le Pentagone, c'est le siège social du Bureau de la Défense, et le comité des renseignements ou le Bureau des renseignements, c'est les services secrets. Quand je parle qu'un employé travaillait au service de renseignement, c'est les services secrets. Le même député que je vous parlais plus tôt, il ajoute aussi « Il est temps que ce pays se reprenne en main. Nous devons dire aux gens du Pentagone qu'ils travaillent pour nous et que nous ne travaillons pas pour eux. C'est un enjeu de transparence. Nous ne pouvons pas faire confiance à un gouvernement qui ne fait pas confiance à sa population. » Parce que dans le fond, il y a le Congrès qui est le gouvernement, fait que c'est des députés, sont élus pis tout, mais il y a aussi le département de la Défense qui est une entité du gouvernement, mais c'est pas les mêmes personnes, évidemment, qui travaillent pour les deux. Et là, il y a beaucoup d'affaires que le département de la Défense garde classified, garde cachées, secrets, et que même le gouvernement, les gens qui sont élus, n'ont pas accès. Mais ça, on va y revenir plus tard. Fait que les membres du Congrès continuent de dénoncer que malgré de nombreuses observations d'ovnis, peu ou pas d'informations ont été fournies à la population par rapport à ces événements et que ça revient à un enjeu de transparence, que 68% des Américains croient que le gouvernement leur cache des infos sur les phénomènes anormaux non identifiés, puis que 50% des Américains croient que le gouvernement fait un mauvais travail à gérer les observations de UFO. Le Congrès raconte s'avoir même fait refuser l'accès à une rencontre SCIF. SCIF, ça veut dire Sensitive Compartment Information Facility. C'est des rencontres qui sont faites dans des milieux surveillés où des informations classées secrètes peuvent être partagées entre les personnes tant qu'ils ont les autorisations nécessaires. Donc là, les membres du Congrès se sont fait refuser ça, puis ils disent aussi avoir eu beaucoup de difficultés à avoir les autorisations pour même recevoir M. Grush, qui est un des témoins dans la salle d'audience, parce qu'il connaît justement beaucoup d'informations classifiées. Fait qu'on voit vraiment qu'il y a un gros silence entre les départements des États-Unis. Pourquoi? Le département de la Défense, lui, il se dit hésitant à rendre publiques certaines informations qui pourraient impacter la sécurité publique des Américains en révélant, par exemple, les capacités de leur propre avion, leurs capteurs et les autres outils technologiques qu'ils sont capables de maîtriser. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer dans les journaux, mais il y a eu quand même beaucoup de développement dans les derniers mois, dans les dernières années, autour des ovnis. Par exemple, les témoignages des 3 témoins ont été documentés à plusieurs reprises dans les journaux. La NASA a aussi annoncé le 9 juin 2022 qu'il commençait une étude sur les phénomènes anormaux non identifiés. C'est vraiment dans l'air du temps que ça revient. Mais malgré qu'il y a plusieurs observations par des pilotes encore aujourd'hui, puis depuis plusieurs années, il y a un stigma, ce qui fait que la majorité d'entre eux ne rapportent pas avoir observé ces événements. On n'a donc pas de vue d'ensemble sur la situation. Mais au niveau des sources officielles, il n'y aurait aucune preuve comme quoi que ça existe. Par exemple, M. Sean Kirkpatrick, le directeur du Bureau des résolutions des anomalies de tous les domaines pour le département de la Défense, qui analyse justement des données des UAPs, a témoigné devant le Sénat pour dire que ces ovnis ont découvert aucune preuve d'activité extraterrestre. Puis la NASA a aussi déclaré avoir eu aucune preuve de vie extraterrestre à ce jour.
Mais pour l'audience, les membres du Congrès demandent à tous ceux qui écoutent de garder une ouverture d'esprit puis de considérer que toutes les options sont sur la table. Ils mettent aussi beaucoup l'accent sur le fait que c'est un enjeu commun, plus gros qu'un enjeu de partisans républicains versus démocrates, que les deux partis doivent s'unir et que les témoins sont pas là pour favoriser un parti comme c'est souvent fait dans les audiences. Puis par rapport à ça, j'ai aussi validé que les deux partis posaient des questions puis ils ont vraiment la même vision là-dessus. Ils mettent aussi beaucoup l'accent sur le fait que cette audience est surtout à propos de la transparence, peut-être même plus qu'à propos des UFO, des ovnis et tout, que l'on vit dans un ère où le monde fait de moins en moins confiance au gouvernement, puis que de garder des informations classifiées hors de la portée du public et même hors de la portée du Congrès, ben ça contribue à augmenter le phénomène de manque de confiance. Fait que les questions qui se posent, c'est que sont ces ovnis? Est-ce qu'ils sont des objets étrangers de pays adverses? Est-ce que c'est de la technologie américaine mais qu'on le sait juste pas? Est-ce que c'est autre chose? Et là, l'audience commence avec les trois témoins qui, chacun à leur tour, vont faire leur déclaration d'ouverture. Puis après, ben, il y a une période des questions. Fait que là, on va commencer avec le lieutenant Ryan Graves. Donc lui, il est le directeur exécutif de l'association American for Safe Aerospace et c'est un ancien pilote de F-18 dans l'armée américaine avec 10 ans d'expérience et il a eu sa propre expérience avec un phénomène anormal non identifié. Il vient partager son expérience et celle recueillie de plus de 30 pilotes commerciaux et pilotes militaires vétérans qui se sont confiés à lui sur des observations de ce type. Selon lui, il y a 3 enjeux critiques concernant ces phénomènes. Puis en passant pour que ce soit moins lourd pour le reste de la vidéo, je vais dire UAPs. C'est comme le nouveau terme pour dire ovni ou UFO en anglais. C'est Unidentified. Est-ce que je pourrais en anglais? Non identifié. Quoi ça se dit pour vrai? Unidentified? Unidentified Anomalous Phenomenon, mais je sais pas s'il y a un terme en français. Mais bref, c'est juste pour faire la distinction parce que c'est un phénomène anormal et non identifié, mais c'est pas nécessairement un objet parce qu'on veut pas se fermer la porte en disant que c'est un objet, mais que ça peut être un phénomène. Fait que c'est ça comme le nouveau terme. Fait que le premier enjeu qu'il dit, c'est le fait que les observations sont grandement sous-rapportées par les pilotes, puis qu'il n'existe pas de système pour documenter ces observations. Deuxièmement, il y a un gros stigma et les pilotes ont peur d'avoir des répercussions professionnelles s'ils parlent et qu'ils témoignent avoir vu ces objets-là ou ces phénomènes-là. Puis troisièmement, le gouvernement garde les informations secrètes. On sait que depuis 2021, toutes les vidéos de UAPs sont classifiées comme secrètes, ce qui limite la compréhension, alimente les spéculations puis encourage le manque de confiance. Maintenant, on va entrer dans son témoignage personnel. Fait que lui, il raconte « En 2014, j'étais un pilote de F-18 dans le Navy Fighter Attack Squadron 11 de Red Rippers et j'étais localisé à la station aérienne Oceana à Virginia Beach. Après que des mises à jour aient été faites sur notre système de radar, nous avons commencé à détecter des objets inconnus qui opéraient dans notre zone aérienne. Au début, on pensait qu'il s'agissait d'erreurs de radar, mais nous avons pu faire la corrélation des radars avec plusieurs capteurs, dont des systèmes infrarouges, et éventuellement par l'identification visuelle. Durant une mission d'entraînement le matin à 10 miles de la côte de Virginia Beach, un UAP s'est déplacé entre 2 F-18 Super Hornet. L'objet a été décrit comme un cube gris foncé ou noir à l'intérieur d'une sphère transparente et s'est approché à une distance d'environ 50 pieds du premier avion. Sa taille a été estimée entre 5 et 15 pieds de diamètre. Le commandant de la mission a ordonné de terminer le vol immédiatement et de retourner à la base. Malgré que l'équipe a fait un rapport de sécurité, il n'y a eu aucune reconnaissance officielle de l'incident et aucun mécanisme mis en place pour rapporter ces observations. Ces événements sont devenus si fréquents que les équipages de vol discutaient du risque de UAPs pendant les meetings de pré-vol. Il raconte avoir fondé l'organisation American for Safe Aerospace. Cette organisation est devenue un lieu de rassemblement pour les gens qui se font pas écouter lorsqu'ils veulent rapporter ce genre d'événements. La majorité des témoignages sont des pilotes de vols commerciaux de grandes entreprises. Ce qui est rapporté, c'est qu'ils ont vu des UAPs à des altitudes qui semblent plus bas que eux, à 40 000 pieds dans les airs, potentiellement dans l'orbite terrestre basse ou dans la zone grise sous la ligne de Kármán, faisant souvent des manœuvres inexplicables comme des virages secs. Puis en passant la ligne de Kármán, moi je savais pas c'était quoi, c'est une ligne comme imaginaire qui délimite notre atmosphère de l'espace. Ce qui rapporte, c'est que les plus récentes observations sont faites dans le nord de Hawaï et dans le nord de l'Atlantique. Donc non, c'est pas toujours des cas d'ovnis en sol américain comme plusieurs s'amusent à dire.
Il ajoute « Je reconnais le doute autour de ce sujet, mais si tout le monde pouvait voir les vidéos et les données des capteurs que j'ai vus, notre conversation changerait. Nous devons mettre de côté le stigma et adresser les enjeux de sécurité que ces phénomènes représentent. Si ce sont des drones étrangers, il s'agit d'une urgence nationale sur la sécurité. S'il s'agit d'autre chose, c'est un enjeu que la science doit analyser. Dans tous les cas, un objet non identifié est une inquiétude pour la sécurité des vols et le peuple doit savoir ce qui se passe dans notre ciel. » Le deuxième témoin à avoir témoigné, c'est David Grush. Lui a été un officier du Bureau des renseignements pendant 14 ans dans la division du US Space Force et dans la garde aérienne en tant que major. En 2021, il est devenu officier senior du Bureau des renseignements dans l'Agence nationale de renseignement géospatial au niveau GS-15, l'équivalent d'un colonel du côté militaire, et il était un conseiller technique senior des enjeux UAP, et il a aussi travaillé dans le nouveau département ARROW, qui est All Domain Anomaly Resolution Office, qui enquête sur les UAP. Il y a aussi un baccalauréat en physique. Ça m'a pris tellement de prise essayer de dire tout son titre. En mai 2022, il est devenu un lanceur d'alerte dû à des inquiétudes après avoir reçu des informations comme quoi le gouvernement travaillerait sur des enjeux de UAPs de façon secrète et au-dessus du niveau du contrôle du Congrès. Son témoignage se base sur des informations reçues par des personnes avec un long historique fiable et qui a servi pour ce pays, fait que c'est des anciens ou des actuels militaires ou employés du gouvernement. Plusieurs lui auraient partagé des preuves sous forme de photos, documents officiels, témoignages classés secrets. Il dit avoir fait tout ce qu'il pouvait pour corroborer ses preuves alors qu'il était dans le UAP Task Force pendant 4 ans, tout en faisant une diligence raisonnable sur les individus qui ont partagé ces informations. C'est à cause de toutes ces validations-là qu'il tient à partager les informations au Congrès. Il dit être motivé par la vérité et la transparence. Puis c'est lui justement que je vous disais tantôt que le département de la Défense voulait pas au début qu'il aille témoigner au Congrès parce qu'il a eu accès à plein de choses. Fait que justement, en 2019, il dit avoir eu accès à toutes les autorisations dues à sa loyauté, à ses compétences civiles et militaires. Il a été informé pendant ses fonctions officielles d'un programme de récupération de crash et de rétro-ingénierie sur des UAPs qui dure depuis plusieurs décennies, mais il s'est fait refuser l'accès quand il a demandé à consulter des rapports. Après avoir sonné l'alerte sur ces informations cachées, il dit avoir eu des représailles, puis le tout est actuellement sous enquête. Le troisième témoin, il s'agit du commandant David Freyer. C'est un commandant retraité, squadron leader du US Navy Space Force et il a aussi eu sa propre expérience avec un UAP. Fait que voici son histoire. En 2004, il était le commandant du Strike Fighter Squadron 41 de Black Aces. Un jour, ils ont fait un cycle de travail de 2 mois sur la côte de la Californie. Ils devaient faire un entraînement 2 contre 2 avec le USS Princeton comme contrôleur, ça c'est un bateau, mais ils se sont fait dire que l'entraînement allait être suspendu. Ensuite, il dit « Lorsque nous avons décollé du Nimitz, qui est un autre bateau, mon allié s'est joint à nous et nous a dit que la formation allait être suspendue et que nous allions procéder à des tâches en situation réelle. » Alors que nous nous dirigions vers l'ouest, le contrôleur aérien faisait un décompte de la distance qui nous séparait d'un objet vers lequel nous nous dirigions. Nous ne savions pas ce que nous allions voir en arrivant. Le contrôleur nous a dit que ces objets avaient été observés pendant plus de 2 semaines, descendant de plus de 80 000 pieds, ça c'est à peu près 24 000 mètres, dans les airs, rapidement jusqu'à 20 000 pieds, environ 6 000 mètres, restant en place pendant des heures, puis remontant directement. Pour vous donner une perspective, les avions commerciaux volent en général à 40 000 pieds dans les airs, fait 12 000 mètres. Et là, 80 000 pieds, 24 000 mètres, c'est dans la zone de la couche d'ozone de la Terre. Fait que c'est quand même à une très grande distance du sol de la Terre. Ensuite, il dit « Nous sommes arrivés à l'endroit à environ 20 000 pieds. En regardant autour de nous, nous avons remarqué que nous apercevions de l'eau blanche sur notre droite. Il est important de noter que les conditions météorologiques ce jour-là étaient aussi parfaites que possible au large de la côte de San Diego. Fait qu'un ciel dégagé, des vents légers, une mer calme, pas de moutons blancs sur les vagues. Nous avons regardé vers le bas et nous avons vu un objet de la forme d'un tic-tac blanc dont l'axe longitudinal était orienté nord-sud et qui se déplaçait très brusquement au-dessus de l'eau, comme une balle de ping-pong. Il n'y avait pas de rotor, pas de propulseur ou d'aile. Nous nous sommes dirigés vers l'objet. Mon coéquipier et moi avons décidé de descendre et de regarder de plus près pendant que l'autre avion restait à couvert pour nous observer et observer l'objet tic-tac plus loin.
Au début de notre descente, l'objet a soudainement changé d'axe longitudinal, s'alignant sur mon avion et commençant à monter. Nous avons poursuivi notre descente en piqué, là où s'était trouvé le tic-tac. Notre altitude à ce moment-là était d'environ 15 000 pieds, fait qu'à peu près 4 500 mètres, et celle du tic-tac d'environ 12 000 pieds, fait 3 500 mètres. Alors que nous nous rapprochions de l'objet, à environ 800 mètres de celui-ci, il a rapidement accéléré devant nous et a disparu. Notre ailier, qui se trouvait à environ 8000 pieds, fait que 2500 mètres au-dessus de nous, a également perdu le contact. De plus, alors que nous commencions à faire demi-tour vers l'est, le contrôleur nous a dit « Monsieur, vous n'allez pas le croire, mais cet engin serait rendu à environ 60 miles, 100 km en moins d'1 minute. » Ensuite, il conclut en disant « Ce que nous choque, c'est que l'incident n'a jamais été enquêté, mon équipe n'a jamais été questionnée, les enregistrements n'ont jamais été pris, et après quelques jours, c'est devenu une anecdote. C'est seulement en 2009 que Jay Stratton, un ancien officier du service des renseignements, m'a contacté pour investiguer cet événement. Il faisait partie du programme ATIP, Advanced Aerospatial Threat Identification Program, au Pentagone, dirigé par Luis Elizondo. Et là, j'ai fait quelques recherches sur Luis Elizondo. Le Pentagone a reconnu l'existence de l'ATIP, qui était caché, qui était classé secret, mais il conteste le rôle d'Elizondo en disant que c'était pas vrai que c'était le directeur de cette organisation-là. Mais là, après, on peut se poser la question à se dire, si on cachait le programme, est-ce qu'ils disent la vérité sur si c'était oui ou non le directeur du programme? C'est un peu dur à savoir parce que le gars en question, il dit que oui, mais l'organisation dit que non, mais l'organisation est reconnue pour cacher des choses. Fait que là, bon, on sait pas trop. Ensuite, le commandant Freyer raconte justement avoir été contacté par Luis Elizondo, qui lui a dit qu'il allait se parler très bientôt, puis quelques semaines plus tard, il a appris qu'il avait quitté le Pentagone comme protestation au trop grand niveau de secret dans l'organisation, puis qu'il avait joint les forces avec plusieurs autres anciens employés du gouvernement ou des forces aériennes impliquées dans la recherche de vérité de ces phénomènes. Le commandant Freyer il a aussi travaillé aux côtés d'autres personnes pour la publication de l'article du New York Times en 2017 qui a été un peu l'élément déclencheur de toute cette discussion autour des UAPs, des UFO, des ovnis et tout ça. On va entrer maintenant dans la période de questions. Ça ne suivra pas exactement l'ordre de l'audience parce que je trouvais ça plus simple et plus clair de regrouper les questions posées à chacun des témoins ensemble. Ils ont chacun aussi leur spécialité, fait que je vous garde aussi le plus croustillant pour la fin. Donc là, on revient au lieutenant Ryan Graves. Il s'est fait demander d'élaborer sur les informations qu'il a reçues à partir d'autres pilotes militaires ou même de pilotes commerciaux. C'est à quoi il a répondu: dans la période 2014 à 2015, tout le monde qui a mis à jour son système de radar pouvait voir ces anomalies. Beaucoup de mes collègues détectaient aussi ces objets et étaient corroborés par d'autres systèmes à bord. Plusieurs les ont même observés à l'œil nu. Ça, c'est ce que nous avons observé en premier lieu. Depuis que je me suis impliquée dans le sujet, plusieurs autres pilotes m'ont contacté pour partager leurs observations, que ce soit du côté militaire ou commercial. Selon de récents vétérans qui viennent de prendre leur retraite, les objets qu'on a observés en 2014 et 2015 ont continué d'être observés jusqu'en 2020 et probablement même encore aujourd'hui. C'est quelque chose que nous expliquons aux nouveaux étudiants qui se retrouveraient dans ces mêmes zones aériennes. C'est quelque chose qui a été inclus dans l'avis aux aviateurs pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'accident. Aujourd'hui, les aviateurs commerciaux nous contactent parce qu'ils vivent des expériences similaires, mais ils disposent d'aucun système de signalement. Un membre du Congrès lui a ensuite demandé de décrire les comportements ou le comportement de ces choses, ce à quoi le lieutenant a répondu que les objets qui sont observés par les pilotes commerciaux et militaires font des manœuvres qui sont inexplicables selon notre technologie et nos compétences au pays. Le commandant David Freyer a aussi ajouté qu'il était d'accord avec ce qui était dit, qu'il n'y a rien en ce moment qui permet d'arrêter un avion en plein ciel puis de changer de direction ou qui peut descendre de très haute altitude à très basse altitude. Mon chat est arrivé. Pendant quelques heures puis ensuite remonter. Une très bonne question qui a ensuite été posée, c'est comment pouvez-vous savoir que ces choses ne sont pas nos propres avions? C'est à quoi le lieutenant a répondu que certains des comportements qui ont été observés étaient des objets qui allaient à une vitesse de 0.0 Mach, ce qui veut dire qu'ils étaient complètement statiques, même dans des vents d'ouragan catégorie 4, pour ensuite accélérer à des vitesses supersoniques de 1.1 à 1.2 Mach de façon irrégulière et très rapide, et donc il ne peut pas fournir d'explication pour ça. On lui a demandé si ces apparitions rapportées ont pris place seulement sur la côte Est, ce à quoi il a répondu que non, que ces objets ont été détectés partout où il y a des opérations des Navy, donc partout dans le monde. Ce qui est principalement observé, c'est des cubes noirs ou gris
foncé à l'intérieur d'une sphère transparente et que ces observations sont en continu depuis 8 ans. Un membre du Congrès lui a ensuite demandé d'expliquer en détail l'événement qui est arrivé à Vandenberg Air Force Base, c'est une base en Californie. Le lieutenant Graves a répondu « En 2003, un groupe important de sous-traitants Boeing travaillait à proximité de l'une des installations de lancement de la base aérienne lorsqu'ils ont observé un très grand carré rouge de 100 mètres de long s'approcher de la base depuis l'océan et planer à basse altitude au-dessus de l'une des installations de lancement. L'objet est resté en vol pendant environ 45 secondes avant de s'éloigner au-dessus des montagnes. Un événement similaire s'est produit dans les 24 heures qui ont suivi. D'autres observations ont été rapportées sur la base, y compris des comportements agressifs de l'objet. Ces objets s'approchaient à vive allure de certains agents de sécurité avant de s'éloigner. Il explique avoir reçu ce témoignage au travers de son organisation. Il dit aussi qu'ils ont la documentation officielle et des dossiers de l'événement que les témoins ont fournis au travers des années. Un autre membre du Congrès a demandé « D'après vous, les pilotes commerciaux qui voient cela reçoivent-ils des lettres d'avertissement et des injonctions de la part de l'entreprise de cesser et de s'abstenir de rapporter ces informations après justement avoir communiqué des informations relatives à la sécurité des passagers aériens? » C'est une grosse question. C'est à quoi le lieutenant a répondu que oui, il a été informé de ce type de pratique parmi l'aviation commerciale, ce à quoi le membre du Congrès a reformulé en disant « Les entreprises font passer leur propre réputation avant la sécurité du peuple américain, c'est ça? » Et le lieutenant a répondu « On dirait bien. » Parce que c'est ça, dans le fond, les pilotes commerciaux qui rapportent ce genre d'événement, s'ils rapportent à leurs supérieurs, il y a eu des cas où ils se sont littéralement fait renvoyer ou qui ont eu des avertissements de comme pu recommencer. Le lieutenant s'est aussi fait demander si un humain pourrait survivre les forces gravitationnelles subies par ces objets avec la technologie qu'on connaît aujourd'hui. What about G-forces? Let's talk about G-forces of those vehicles. Could a human survive those G-forces with known technology today? No. No, not for the acceleration rates that we observed. La dernière question qui a été posée au lieutenant Grave, que je trouvais pertinente à vous partager, c'est quelle est l'observation la plus concrète faite avec nos yeux directement des objets que vous avez décrits, c'est-à-dire les cubes. Le lieutenant a répondu « Je dirais que l'observation la plus crédible de ce type d'événement serait la fois où l'objet était complètement immobile à l'entrée exacte de notre zone de travail, non seulement géographiquement, mais aussi en altitude. Il se trouvait juste à l'endroit où les jets se rendaient sur la côte est. 2 avions ont volé à environ 15 mètres de l'objet et l'ont aperçu de très près. Il dit « J'étais là lorsque le pilote a atterri. Il a annulé la mission par la suite. Il était dans la salle de radio avec tout son équipement, la bouche ouverte, et il a dit qu'il avait failli heurter un de ses objets. » Ok, on passe maintenant au commandant David Freyer. J'espère que vous trouvez ça intéressant jusqu'à présent parce que vous avez encore rien vu. Fait que le commandant David Freyer s'est fait poser comme question: pensez-vous que les UAP posent une menace potentielle à la sécurité nationale? Ce à quoi il a répondu que oui, parce que la technologie de ces objets est de loin supérieure à ce qu'on a. On parle de quelque chose qui peut aller presque dans l'espace et redescendre au niveau du sol en quelques secondes, qui peut faire ce qu'il veut et ensuite quitter et il n'y a rien qu'on peut y faire. Ils lui ont ensuite demandé quelle était son interprétation de ce qui se trouve dans le ciel, ce à quoi il a répondu qu'il n'était pas un fanatique d'OVNI, mais que ce qu'il a vu de ses yeux et avec 4 paires de yeux de ses collègues pendant une période de 5 minutes, c'était très impressionnant, qu'il n'y a rien de ce type qui existe selon lui et que c'est une technologie incroyable. Par la suite, il y a eu un membre du Congrès, Matt Gaetz, qui a témoigné d'une histoire qu'il a vécue assez récemment. Je vous l'ai traduit. Donc, ce qu'il dit, c'est: il y a plusieurs mois, mon bureau a reçu une alerte de la base aérienne militaire Eglin indiquant qu'il y avait un incident UAP qui nécessitait mon attention. J'ai demandé à faire un meeting par rapport à cet événement. Je me suis présentée avec des collègues membres du Congrès. On a demandé à avoir toute preuve qui a été prise par les pilotes, de voir les signaux radars et de voir l'équipage de vol. On s'est fait refuser l'accès à tous les membres de l'équipage de vol. Initialement, on s'est même fait refuser l'accès aux images et aux radars. Finalement, j'ai eu accès à l'image et la personne qui a pris la photo. L'image était quelque chose que je ne suis pas capable d'attribuer à aucune capacité humaine, autant des États-Unis que de nos adversaires. Et je suis informée sur le sujet. J'ai servi dans le comité du service des armes pendant 7 ans et dans le comité qui supervise DARPA, l'Agence des projets de recherche avancés de défense et les avancées technologiques, pendant plusieurs années. Quand nous avons parlé à l'équipage de vol et que j'ai vu la photo qu'il a prise, j'ai demandé pourquoi la vidéo n'était pas en fonction. Pourquoi nous n'avions pas un FLIR système qui fonctionnait. Ça, c'est les images infrarouges. Le militaire qui a pris la photo dit qu'il était parti pour une mission de test ce jour-là en haut du golfe du Mexique et que lorsqu'ils sont en mission de test, le ciel doit être dégagé,
Rien doit apparaître, mais ils ont vu pourtant une séquence de 4 engins volants dans une formation en diamant, en losange, pour laquelle il y a une séquence radar que le gars du Congrès a vue. Fait que le membre du Congrès continue en disant « Je suis le seul au Congrès à l'avoir vu. Un des pilotes est allé voir cette formation en diamant et il a vu un truc large qui flottait et que je peux seulement décrire comme étant une sphère. Et quand il s'est approché, son radar a arrêté de fonctionner, son système FLIR s'est mis à mal fonctionner et il a dû prendre manuellement cette image. Ce n'était pas automatique, contrairement à ce qu'on voit typiquement dans les missions de test. Alors, comment devrions-nous concevoir que ce vaisseau avait la capacité de désarmer plusieurs capteurs et outils de collecte d'images? Le commandant Fravor a répondu « C'est une grande inquiétude comment ils réussissent à fonctionner et à voler de cette façon, mais aussi comment ils ont la capacité de faire ce genre de choses. » Il a aussi fait référence à la vidéo Gimbal, je vais vous la mettre à l'écran. Dans cette vidéo-là, justement, c'est une vidéo du système FLIR, puis on entend le pilote dire il y a une flotte de ces ovnis ou de ces UAPs. Pourtant, sur le radar, sur le système FLIR, on voit seulement un point lumineux ou noir, là, je me souviens plus. On voit seulement un point, fait que, encore là, ça montre que le capteur représente pas ce que la personne voit de ses yeux. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Cette vidéo-là, c'est une vidéo qui a été rendue publique il y a plusieurs années par le département de la Défense, mais elle a été coupée, il y a des bouts qu'on n'a pas accès, fait qu'on sait pas tout sur l'événement entourant cet objet-là. Le même membre du Congrès, Matt Gaetz, a ajouté que le membre de l'équipage de vol s'est confié en lui disant que dans le milieu des pilotes, si vous avez une expérience UAP, le mieux pour votre carrière, c'est de l'oublier et de faire comme si c'était jamais arrivé. Ce qui renforçait un peu ce que le lieutenant Graves disait, comme quoi qu'il y a un gros stigma autour de ça, ce qui fait que les pilotes rapportent pas leurs observations. Et là, pour revenir à l'événement appelé Tic Tac, le commandant Fravor s'est fait demander si justement l'objet a été traqué par les radars ou est-ce que les radars ont été interférés. Ce à quoi il a répondu que le bateau Princeton l'a traqué, le bateau Nimitz l'a traqué, le E2 l'a traqué, mais il dit qu'eux-mêmes, dans leur F-18, ils l'ont jamais eu dans leur radar. Que l'autre avion, il l'a eu dans son radar, mais lorsqu'il a essayé de le verrouiller, ça a bloqué son radar, ça a fait crasher tout son système. Je suis pas certaine de savoir exactement là, les systèmes dont il parle, mais c'est ce qu'il a dit. Il dit aussi avoir vu aucune méthode de propulsion sur l'objet, aucune trace de chaleur sur les images infrarouges. Il raconte que l'objet bougeait de façon abrupte et très déterminée, que l'objet semblait au courant de leur présence. Il ajoute You know, it's been said it's probably the most credible UFO sighting in history based on all the sensors that were tracking it, and then for us to get visual and to go against the naysayers that it's something on the screen or whatever. I mean, there's 4 sets of human eyeballs. We're all very credible. Of the 6 of us that were involved in the thing, including the video, every one of us is going to do 20 plus years in the military in very responsible positions. So I'd say the world needs to know that. It's not a joke. On passe maintenant au dernier témoin, David Grush. Contrairement aux 2 autres, lui, c'est pas un ancien pilote, il a pas eu d'expérience personnelle avec un OVNI ou un UAP, mais il était haut gradé dans le département des renseignements et il a eu accès à beaucoup d'informations classées secrets. Une des échanges intéressantes qui a eu lieu assez tôt dans l'audience, c'est quand il s'est fait demander si le gouvernement américain a en sa possession des UAPs, ce à quoi il a répondu « Absolument ». Réponse basée sur des entrevues avec plus de 40 témoins sur plus de 4 ans. Mr. Grush, finally, do you believe that our government is in possession of UAPs? Absolutely, based on interviewing over 40 witnesses over 4 years. And where? I know the exact locations, and those locations were provided to the Inspector General and some of which to the intelligence committees. I actually had the people with the first-hand knowledge provide a protected disclosure to the Inspector General. Il s'est ensuite fait demander « Avez-vous connaissance de personnes qui ont été blessées dans le cadre des efforts déployés pour dissimuler ces technologies extraterrestres? » Ce à quoi il a répondu « Oui, personnellement ». Le Congrès poursuit en demandant « Avez-vous entendu parler d'un assassinat à votre connaissance? » Ce à quoi il répond « Je dois être prudent pour répondre à ces questions. J'ai orienté les personnes ayant ces réponses vers les autorités compétentes. » Le Congrès a ensuite tenu à réitérer que c'est ce genre d'informations-là qu'il aurait pu avoir si c'était fait donner l'autorisation pour aller dans une zone confidentielle de type SCIF, mais qu'ils se le sont fait refuser. Parce que s'il avait été dans ce genre de salle-là, ben le monsieur, là, David Grush, il aurait pu directement s'ouvrir en répondant à toutes ces questions-là aux membres du Congrès, mais là, vu qu'ils le font dans une audience publique comme ça, il y a certaines informations que lui, il peut pas
partager parce qu'ils sont classés secrets. Il s'est aussi fait demander s'il y a eu des représailles ou d'autres conséquences pour ces témoignages. Il a répondu que oui et qu'il doit faire attention à ce qu'il dit en détail parce qu'il y a présentement une enquête ouverte en son nom sur les représailles qu'il a subies et il dit ne pas vouloir compromettre cette enquête, mais précise que c'était brutal et malheureux, qu'on a utilisé des tactiques pour lui nuire sur le plan professionnel et personnel, il qualifie même ce genre de pratique de terrorisme administratif. Par rapport à ça, il s'est fait demander, au cours des 2 dernières années, avez-vous eu des incidents qui vous ont fait craindre pour votre vie pour avoir adressé ces enjeux? Là, il a répondu oui. Fait que là, le membre du Congrès a dit « Je tiens à informer tout le monde qu'il témoigne ici en ayant peur pour sa vie. » Pour le mettre en perspective, si le Bureau de la Défense avait pas peur de rendre ces informations publiques, pourquoi quelqu'un comme David Grush aurait-il cette peur? Ensuite, M. Grush s'est fait demander si, dans le cadre de ses fonctions passées au gouvernement, s'il avait rencontré des personnes ayant une connaissance directe de ces vaisseaux d'origine non humaine, ce à quoi il a répondu « Oui, je les ai même interrogés personnellement ». La question qui a suivi, c'est « Savez-vous ou avez-vous des raisons de croire qu'il existe des programmes dans le domaine des technologies de pointe qui ne sont pas approuvés par le Congrès? » Ce à quoi il a répondu « Oui ». Fait que le Congrès demande ensuite « Quand vous dites qu'ils sont au-dessus du contrôle du Congrès, que voulez-vous dire? » Il a répondu « Il est possible de renoncer à la présentation de rapports au Congrès. Toutefois, le groupe des 8 est au moins censé être informé de la création d'une telle dérogation. » Fait que le groupe des 8, en fait, c'est 8 membres du Congrès qui se font informer de choses, justement, qui sont classées secrètes, quand c'est tellement secret que le reste du Congrès doit pas ou ne peut pas le savoir, ben il va quand même avoir ces 8 personnes-là qui vont être au courant. Fait que c'est ça qui dit qu'il y a des programmes qui peuvent être créés ou qui peuvent être faits, qui n'ont pas besoin de l'approbation du Congrès, mais normalement le groupe des 8 doit être notifié. Mais suivant ça, il s'est fait demander comment un programme aussi gros que ça peut être financé s'il est inconnu du reste du Congrès. Ce à quoi il a répondu « Je peux être plus précis à huis clos, mais ça concerne un détournement de fonds. » Donc là, le Congrès demande « Ben si c'est ça, est-ce que ça veut dire qu'il y a de l'argent dans un budget qui est censé aller à un programme, mais qui va à autre chose? » Il a répondu que oui et qu'il y avait des informations précises sur le sujet. Que ça serait au travers d'entreprises américaines qui surchargent certaines technologies puis que cet argent supplémentaire va à d'autres programmes comme le programme IRAD, qui est le Internal Research and Development Program. C'est un programme de la NASA. Fait que, par exemple, une entreprise américaine pourrait charger une pièce, mettons, le double du prix, puis ce montant-là, la différence, ben en fait, elle serait gardée pour être réinvestie dans ce programme-là. Il s'est fait demander s'il y avait des informations selon lesquelles le gouvernement américain serait impliqué dans une campagne de désinformation visant à nier l'existence de certains UAPs. Il a répondu qu'il ne peut pas aller plus loin que ce qu'il a déjà dit publiquement. La suite de l'interrogatoire est encore plus choquante. Alors accrochez-vous bien et écoutez bien ça. Le Congrès demande « Est-ce que le gouvernement américain a pris connaissance de preuves réelles de l'existence de formes d'intelligence extraterrestre autrement inexpliquées? Et dans l'affirmative, quand pensez-vous que cela s'est produit pour la première fois? » Ce à quoi il a répondu « J'aime utiliser le terme non humain au lieu d'extraterrestre parce que je n'aime pas dénoter l'origine. Ça permet de garder l'ouverture scientifique, mais comme j'en ai discuté publiquement auparavant, je te dirais les années 1930. » Ensuite, il s'est fait demander le nom et le titre des personnes ayant une connaissance directe et un accès à certains de ces programmes de récupération de crash et aussi de nommer les installations des bases militaires dans lesquelles le matériel récupéré se trouverait. Il a aussi fait référence à la zone 51, mais le Congrès affirme qu'il n'y a plus rien à cet endroit de toute façon, que tout a été bougé depuis un certain temps. Il a répondu qu'il ne pouvait pas en parler publiquement, mais que c'est des informations qui ont été fournies à la Commission des renseignements et à l'inspecteur général. Le membre du Congrès poursuit en demandant « Quand pensez-vous que les programmes d'accès spéciaux ont commencé et qui les a autorisés? Quels sont les niveaux d'autorisation requises pour avoir complètement accès à ces programmes? » Et là, le membre du Congrès ajoute « Je dis ça parce que moi et mes collègues, on s'est fait refuser l'accès à la base militaire Eglin. » M. Grush a répondu qu'avec le niveau TSSCI, qui veut dire « Top Secret Sensitive Compartment Information », il pourrait avoir accès. C'est le niveau le plus haut de ce que j'ai vu. Top Secret, il n'y a rien en haut. Mais ce qui est étrange, c'est que le Congrès a demandé après s'il y avait justement un niveau plus haut que Top Secret. Ce à quoi M. Grush a répondu que non, que c'est le niveau le plus haut. Et là, le membre du Congrès a répondu que c'est ça qui est étrange parce qu'ils ont les autorisations pour ces programmes, mais étrangement, il y a certaines informations qui se sont fait refuser les accès. Ça sous-entend un peu qu'il y a un niveau plus haut qui est comme pas connu ou je sais pas. Fait que là, ça aussi, c'est quand même louche.
Donc là, on revient à la question de c'est qui décide ça et qui autorise ça selon ses connaissances. Monsieur Grush répond « Il s'agit d'un groupe de hauts fonctionnaires de carrière ». Alors là, le Congrès demande est-ce que c'est des membres officiels du gouvernement, ces hauts fonctionnaires-là? Et là, Mr. Grush a répondu « C'est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du gouvernement. » Et c'est le plus de détails que je peux donner. Fait que là, ça aussi, c'est bizarre. Et là, un autre membre du Congrès a demandé « Si vous étiez à ma place, où regarderiez-vous? Pouvez-vous me donner des titres, des programmes, des départements, n'importe quoi pour nous aider à creuser? » C'est à quoi il a répondu « Ça me fera plaisir de vous donner cette information dans un environnement fermé. » Fait qu'ils se sont comme rencontrés après l'audience. Donc là, personnellement, moi, c'est ça qui m'a le plus fasciné, de voir à quel point le Congrès avait l'air d'être tenu à l'écart de ces informations-là. Tu sais, ils savent pas qui donne les autorisations, comment les autorisations sont données, c'est quoi les niveaux, pourquoi ils n'ont pas accès à des choses. Puis là, ils demandent carrément ça à des ex-employés ou des employés. Fait que ça donne pas trop confiance à comment ça fonctionne, je sais pas pour vous. J'étais quand même surprise de voir le Congrès autant pas en contrôle d'un sujet, on va dire. Mais bon, là, on va revenir un peu sur les UAPs. Fait que le Congrès a demandé s'il y a eu des situations qui ont été agressives ou hostiles. Fait que là, M. Grush a répondu en disant qu'il connaît plusieurs collègues qui ont été blessés physiquement, que ce soit par soit le gouvernement ou par les UAPs. So there has been activity by alien or non-human technology and or beings that has caused harm to humans. I can't get into the specifics in an open environment, but at least the activity that I personally witnessed, and I have to be very careful here because they tell you never to acknowledge tradecraft, right? So what I personally witnessed, myself and my wife, was very disturbing. Le Congrès a ensuite demandé « Vous avez dit que le gouvernement avait des vaisseaux intacts et des corps d'aliens ou d'espèces extraterrestres. Les avez-vous vus, les vaisseaux? » M. Grush a répondu qu'il devait faire attention à décrire dans un environnement public ce qu'il avait vu, mais qu'il pourrait répondre à ces questions à huis clos. Ensuite, ils lui ont demandé « Avez-vous vu quelconque corps? » Et là, il a dit « C'est pas quelque chose que j'ai vu de mes propres yeux. » Là, j'étais un peu déçue, j'aurais aimé ça qu'il dise oui, parce que ça aurait ajouté de la crédibilité, mais là, il dit juste que lui, il l'a pas vu, mais il sous-entend un peu que quelqu'un d'autre les aurait vus. Mais tu sais, est-ce qu'on peut vraiment se fier à ça? C'est ça l'autre question. Ensuite, il s'est fait poser la question, êtes-vous au courant s'il y a des individus qui travaillent à faire de la rétro-ingénierie sur des vaisseaux non terrestres? Là, il a dit oui, personnellement. Là, il s'est fait demander, est-ce qu'il serait prêt à témoigner s'il y avait les mesures en place pour les protéger? Il a dit certainement à huis clos et en ayant la certitude qu'ils ne seront pas punis pour briser leur NDA. Leur NDA, dans le fond, c'est le contrat qu'ils signent avec leur employeur pour dire qu'ils vont pas donner de l'information confidentielle. Et là, la question de son interrogatoire que j'ai gardée pour la fin, c'est based on your experience and extensive conversations with experts, do you believe our government has made contact with intelligent extraterrestrials? Something I can't discuss in public setting. Okay, I can't ask when you think this occurred. Mais là, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? On sait pas. Moi, je me dis, si c'était un non, il aurait juste dit non, mais en même temps, il dit qu'il peut pas le dire. Fait que ça se pourrait très bien que ce soit un non puis qu'il peut juste pas le dire. Finalement, comme question suivante, il s'est fait demander If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Mais là, si je récapitule, il dit que le gouvernement aurait en sa possession des vaisseaux écrasés contenant des formes biologiques non humaines. Mais il veut pas dire extraterrestres. Ça voudrait dire que dans les possibilités, ça pourrait être terrestre, mais pas humain. Peut-être qu'on sait pas, mais peut-être qu'il y a une autre sorte d'animal ou de plante ou de champignon qui fabrique et contrôle des vaisseaux sur Terre. Je sais pas. Bon, je dis un peu n'importe quoi, mais ça fait partie des infinis de possibilités. Avant de conclure, ils ont pris le temps de leur demander pourquoi les trois ont tenu à témoigner devant le Congrès par rapport à ces enjeux. Le lieutenant Ryan Graves a répondu « Je suis venu parce que je sens que mes collègues n'ont pas de façon de limiter les menaces et je voulais les aider. J'ai été entraîné pour être un responsable de la sécurité aérienne par la marine et je sentais que c'était la bonne chose à faire pour aider ceux qui volent encore et qui doivent gérer ça. » David Grush, lui, a répondu « Purement un sens du devoir. Il y a 18 ans, j'ai fait un serment dans les cadets et je le défends encore aujourd'hui. »
Le commandant David Freyer a répondu en riant un peu. Il dit « J'ai été harcelé par un ami. J'ai demandé pourquoi je devrais faire ça. Il m'a dit que j'étais la personne qu'il ne pouvait pas discréditer et que j'allais amener de la crédibilité à l'article du New York Times. Alors, après 6 fois, j'ai accepté. » Le député Andy Ogle, je ne sais pas comment le prononcer, a profité de l'audience pour dire « J'encourage le président du comité à demander à ce qu'on ait ses témoins disponibles à nous parler dans un skiff et si cet accès est refusé, je vais me porter volontaire à initier le règlement Holman contre toute personne ou programme ou agence qui refuse ces accès au Congrès. » Le règlement Holman, c'est une règle de la Chambre des représentants des États-Unis qui donne le pouvoir au Congrès de soit réduire le salaire ou carrément comme licencier ou couper un programme. Bref, lui ce qu'il dit c'est peu importe qui va essayer de nous empêcher, on va y mettre des conséquences. Soit couper son salaire, le renvoyer, couper son programme, peu importe, mais dans le sens on va pas se faire dire non, si on se fait dire non, on va prendre action. Mais là, vous pensez quoi de tout ça? J'ai de la misère à y croire, mais aussi j'ai de la misère à penser qu'ils sont tous paranoïaques puis que c'est pas vrai. Tu sais, je pense que c'est sain de douter, mais je pense aussi que le Congrès fait la bonne chose de vouloir aller au fond de ces choses-là. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Je suis curieuse d'avoir votre opinion. Puis si vous voulez avoir une histoire un peu plus loufoque sur les aliens, je vous recommande ma vidéo sur Raël. D'après moi, lui, il est bien content de ce qui se passe. Il peut l'utiliser à son avantage. Bref, nous, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!